Le principe de ceux qui connaissent, c'est qu'ils pensent qu'ils savent. Sauf que moi, je n'arrive pas du principe où je ne connais pas, donc je ne sais pas. Donc, j'apprends comme un enfant de 5 ans. Pendant 2 mois, je vais harceler des gens, je vais poser 74 millions de questions. On s'est mis ensemble, donc on s'est dit, OK, on va créer 2000 emplois en 2 ans avec nos 15 boîtes. Il y a les businessmen et il y a les entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur. Le businessman, il achète une banane à 500 francs, il la revend 1000 francs. Exactement. L'entrepreneur, il achète une banane à 500 francs, jus de banane à 5000 derrière. Donc, choix, c'est pas le même principe. Bienvenue dans Afrofounders, le podcast fait par un entrepreneur pour des entrepreneurs. Je vais essayer de vous faire une intro très courte parce que ce profil, une machine. À la base, je l'ai interviewé pour le CI20. Comme vous le savez, dans ce podcast, on va interviewer des entrepreneurs, mais aussi des acteurs de l'écosystème entrepreneurial, que ce soit financier, VC, Business Angel ou autres, qui apparaîtront très bientôt dans vos épisodes, mais aussi incubateurs, startup studio, accélérateurs, ainsi que autres acteurs qui contribuent à l'essor d'écosystèmes entrepreneuriaux africains francophones. C'est dans ce cadre-là que je voulais interviewer Steven Beji pour qu'il nous parle du CI20. Il s'avère que Steven Beji est un serial entrepreneur et donc j'en ai fait profiter pour faire d'une pierre deux coups. Dans un premier temps, vous aurez donc le parcours de Steven, une dinguerie. Une dinguerie, le mec il pouvait pas aller en boîte dans la ville où il était, du coup il a lancé des soirées, il a géré une boîte, après il est retourné en Côte d'Ivoire. Il a créé un site de petites annonces, comme il travaillait avant en boîte, il était en contact avec des artistes, donc il a repris les artistes, la musique des artistes, il en a créé des sons pour téléphone qu'il a vendu dans plein de pays. Il a aussi travaillé avec des matières premières. Bref, vous allez voir sa mentalité, c'est une dinguerie, un vrai serial entrepreneur. Et ensuite, on va passer sur le CI20, et le CI20, c'est donc tout simplement un pont. Donc ils ont rassemblé, alors normalement ils voulaient rassembler 20 entrepreneurs, mais donc 15 entrepreneurs ivoiriens. Ils ont tout simplement créé un pont entre l'État et l'écosystème entrepreneurial ivoirien. Les résultats sont fous. Ce qu'ils ont fait en 2 ans est incroyable. Là, il a quitté la présidence parce qu'il avait un mandat de 2 ans et là, c'est lui qui l'a créé. Hein. Il a quand même quitté et il a mis un autre président à la place. Enfin bref, vous allez voir, c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. Ils ont créé plus de 2000 emplois et tout. Non, un régal. Je vous invite donc à prendre des notes, écouter, réécouter, monter en compétences pour qu'ensemble, on construise l'Afrique de demain. Merci Steven pour ta participation sur le podcast. Avant de commencer de parler du CI20, on pourra en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, savoir qui tu es aujourd'hui, mais aussi pour savoir d'où tu viens, quoi. Bah écoute, Steven Beji, marié, père de 3 enfants. Je suis né à Paris, fait mes études à Reims. J'ai fait l'école en Côte d'Ivoire. T'as fait quoi comme études? Management des organisations. Après, j'ai fait Master Marketing Management. Et là encore, je finis un double MBA en Global Executive. Nice. Et voilà, pour être un peu à jour, quoi. Ok. T'étais quoi comme type d'élève quand t'étais plus jeune? Alors, de ce dont je me souviens, je pense que j'avais toujours le mot qui me fait rire. J'étais un ambianceur. Ouais, ok. C'est moi je crois que j'ai dû surnommer la moitié de mes amis de classe qui ont gardé ces surnoms jusqu'à aujourd'hui, des ternaires de classe. Et voilà, j'aimais. Par contre, je faisais pas le pitre, mais j'avais toujours le bon moment pour faire rire tout le monde. Et puis j'aimais beaucoup chanter aussi dans la classe et tout. Bon, ok. J'étais un ambianceur, quoi. Nice. C'est confirmé, pardon, surtout à la fac. Ok. Parce que du coup, c'est ça qui m'emmène à l'entrepreneuriat, parce que ma première véritable entreprise, c'était une boîte de nuit. Donc, ok. Et ça, c'est à quel moment tu lances? En 2e année de fac, je crois. Ok. Mais du coup, tu lances ta boîte. Tu lances ta boîte de nuit? Non, je travaille avec D'abord, j'organise des soirées. Ouais. Ok. Organiser des soirées. Et puis, tiens, on est rentré là, ça y est. Ouais, c'est parti. Donc, j'ai commencé par organiser des soirées à Reims. Et puis, de soirée en soirée, on m'a confié 1 ou 2 jours dans une grande boîte de nuit qui n'existe plus, je pense. Une grande boîte de nuit, je crois, qui s'appelait le Moonlight, je ne sais plus. Et puis, j'ai commencé à faire des soirées afro là-bas. Et après, là, j'ai atterri sur une boîte. Et il y a la propriétaire qui m'a fait confiance et qui m'a donné les clés. Et puis, j'en ai fait une boîte africaine. Et puis après, c'est de là que c'est parti. Ok, nice. Ok, donc ça, tu fais ça pendant combien de temps? Alors, est-ce que je fais pas ça 5 ou 7 ans, je ne sais plus. Entre le moment où je me rappelle
plutôt des moments boîte de nuit, mais il y avait beaucoup d'années soirées aussi en amont. Donc, je vais dire, en tout et pour tout, j'ai dû faire ça 7 ans. Ok. Ça 7 ans, ouais. Ok. Donc là, vous savez que c'était 7 ans, t'es 7 ans sur Reims. Ouais, je crois que j'ai dû passer 1 ou 2 ans de plus sur Reims, mais en vrai, j'ai commencé par l'organisation de soirée. Après, tu as eu le club. Et après, j'ai envoyé sur mon premier projet entrepreneurial qui m'a ramené en Côte d'Ivoire. Ok. En 2012. Et c'était en fait, j'avais fait le premier site internet de petites annonces afro. Ok. Et Africa Deal. Et en fait, le principe, c'était que tu es nouveau dans une ville, tu veux savoir où est le maquis de la ville, où est le coiffeur africain, où est-ce qu'on vend les bananes plantains, les machins et tout ça. Bon, voilà, tu as un site où tu trouves une espèce de bon coin, mais pour les Africains, tu vois. Les Africains, les entiers, oui. Et ça, cette idée, tu l'avais depuis que tu étais en France ou t'es venu entre-temps? Non, je l'ai eu parce que à Reims, enfin, pour ceux qui étaient à Reims de 2005 à 2015, j'étais très, très engagé dans le milieu afro. Donc, on me demandait un peu tout. Ok. Où est-ce que je peux trouver ça? Où est-ce que je peux trouver si... donc, quand un Africain arrive, on dit, va voir Steven, tu vois. À côté, il y avait des tauliers qui étaient déjà là, mais moi, j'étais vraiment plus ancré avec la jeunesse. Et puis, moi, j'étais plutôt, comme on dit, j'avais multi-boy, tu vois. J'avais mes amis du foot, du basket, de la fête, de la fac, de machin, tu vois. Ouais, tout le monde te connaissait un peu. En plus, tu étais assez proche des jeunes, donc dès qu'ils avaient un don, donc, je me suis dit, bah, tiens, ça peut faire l'objet d'un truc. Et puis, c'est comme ça que c'est parti, quoi. Ok. Et je crois que le Congo venait de se lancer à l'époque et tout, donc ça fait tilt. Ok. Et donc là, mais ça coupe. Et donc là, tu couvres quelle étendue de territoire avec cela? Alors, je commence timidement sur Reims, mais j'ai commencé à parler avec les associations africaines de Tours, je crois Orléans, je sais plus. Donc, je voulais m'appuyer sur les associations africaines. Ok. Et le même site, donc, avait son pendant en Côte d'Ivoire, qui était un site de petites annonces classiques, parce qu'il n'y avait pas ça du tout en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu que la Côte d'Ivoire avait plus de potentiel, donc je suis rentré. Ok. Et là, comment cet attrait pour la Côte d'Ivoire, pourquoi ce retour en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui t'a motivé en vacances? Qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à décider de revenir? Bon, après, moi, j'ai fait mes études ici. Ok. Donc, ils venaient chaque été. Okay. Donc, c'était naturel pour moi. Et puis, en vrai, et tous ceux qui sont rentrés dans leur pays te diront, c'est un appel. C'est pas genre, tu fais genre, vas-y, je calcule, non. C'est un matin, tu te lèves et tu en as juste marre d'être en Europe. Tu veux rentrer chez toi. Donc, c'est un peu ça qui m'a pris. Et puis, je me disais, il y avait tellement à faire partout. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis parti. Je me rappelle encore qu'il m'avait appelé pour dire, oui, monsieur Bézier, votre voiture est garée en bas de chez vous, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai dit, fourrière, je ne veux plus revenir. Ah ouais, carrément. C'était grave. T'as vraiment plié bagage, t'es parti genre, reste sur le demande, je crois que même, c'est même pas moi qui ai déménagé chez moi. J'ai dit, ok, ah non, c'était incroyable. Mais toi, t'as vraiment écouté, quand t'as senti cet appel et tu l'as vraiment pris. Parce qu'il y en a beaucoup qui, je pense, qui ont aussi cet appel, mais qui, tu vois, ils vont hésiter, ils vont douter, c'est parce qu'ils savent pas trop s'ils vont arriver à trouver leur même train de vie qu'ils ont là-bas. Et vraiment laisser, tu vois, tu t'es vraiment laissé emporter parce que tu ressentais et t'es parti direct. Je pense que la différence entre moi et beaucoup de gens, c'est que moi, je suis entrepreneur de métier. Donc, à la base, partir à l'aventure, casser des potes, c'est ça qui me monte. Donc, attends, quelqu'un qui arrive, le mec, il arrive dans une ville, il a 17 piges. À l'époque, les Africains rentrent pas en boîte dans cette ville-là. Il se dit, tiens, je veux faire ma propre boîte. Donc, c'est dire que j'avais déjà le challenge dans le truc. Donc, moi, c'était pas vraiment un problème de... En fait, sauter dans le vide, c'est pas un problème pour moi. Donc, bien de contraire, même ça t'attire. Voilà, moi, c'est... Stimule et tu sens qu'il y a des opportunités. L'entrepreneuriat, c'est ça, sauter dans le vide. En tout cas, je suis entrepreneur de métier, j'ai jamais fait un autre travail qu'être entrepreneur, en fait. Tu sais, il y a des gens qui ont travaillé un peu dans une boîte, qui ont acquis de l'expertise et tout. Non, moi, non. En fait, j'ai jamais travaillé nulle part. T'as tout appris sur le terrain, non? Tout appris sur le terrain. Tu vois. Et quand bien même j'ai bossé pour des corporates, c'était par rapport à mon expertise terrain. Pas parce que je voulais apprendre un truc carré, machin et tout. Par exemple, quand tu as bossé comme corporate j'ai bossé, il y a un de mes clients qui avait besoin de moi pour ouvrir son département. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand je rentre,
je crée une boîte de solutions web et marketing. Ok. Parce que à l'époque, les sites Internet n'étaient pas top ici. On parle de ça il y a 15 ans à peu près. Les sites Internet n'étaient pas top. C'était les débuts de WordPress, de ce genre de trucs-là. Et nous, on était les champions de WordPress. Donc, tu arrives avec des sites, les gens qui disent « Waouh, c'est trop bien, comment tu as fait ça ?» C'était le début des templates et tout. Donc, voilà. Donc, moi, j'ouvre cette boîte-là. Et puis, des gens me travaillent avec moi. Et puis, au fur et à mesure, on entend mon nom dans le milieu des sites Internet pour les entreprises. Et puis, voilà, c'est comme ça. Un de mes clients m'a dit « Vas-y, viens, moi, j'ouvre une boîte de services d'agriculture et viens m'aider à ouvrir une direction commerciale et marketing. » Ce que j'ai fait, et puis après, je suis retourné à l'entrepreneuriat. Ok, ouais, c'est-à-dire que tu as même fait ce genre de l'entrepreneuriat. C'est ça, ouais. Tu as développé le truc de bout en bout au sein d'une boîte. Voilà. Ok. Donc, du coup, tu es de retour, là, tu es bien installé, tu as lancé ta boîte. Ouais, c'est une mission corporate. Et après, tu as l'Union européenne qui me confie travailler un projet qu'on appelait le projet Passif. Je crois qu'il existe encore, sous sa version 2 ou 3, je ne sais plus. Donc, ils m'ont confié 19 entreprises. 19 entreprises dont je devais m'occuper de toute la stratégie web marketing. Donc, de site internet à refonte de l'identité visuelle, comment ils vont communiquer sur les réseaux sociaux. Bref, il y avait tout jusqu'au Kakemono, jusqu'à la carte de visite du boss. Parce qu'en fait, l'Union européenne a identifié 19 grosses boîtes où le DG n'avait même pas de carte de visite. Il ne savait même pas c'était quoi un logo. Mais il faisait du chiffre. Ouais, traditionnel. Voilà, donc ils se sont dit, ces gars-là, si on les encadre bien, on leur donne des outils marketing, ça va exploser. Et je me rappelle à l'époque, il y avait dans le programme, il y avait Tesson, Pateo, Farinor, Etika, des noms bien connus aujourd'hui. Bien connus aujourd'hui. Et j'ai fait la même chose pour la filière cajou de l'Est de la Côte d'Ivoire. Donc, à l'époque, personne ne savait c'était quoi l'anacarde. Et puis aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est le cajou. Donc, on a pas mal bossé. Et puis voilà, c'était une ONG américaine qui nous avait confié ça, TechnoServe, je crois. Et voilà, donc de fil en aiguille comme ça, j'ai fait mon petit nom dans le truc. Et puis, c'est comme ça qu'un de mes clients m'a sollicité. Mais en réalité, le fait que j'ai eu une boîte de nuit, ça m'a permis de connaître pas mal de chanteurs. Ouais. Et justement, ces chanteurs-là, c'est pour ça qu'ils disaient beaucoup mon nom dans les chansons à l'époque, machin et tout. Et ces chanteurs-là, quand je suis rentré, j'ai signé avec eux, j'ai découpé leur musique en sonnerie. Ok. Et je les ai vendus dans 13 pays à travers Airtel Mobile. Ah ouais, tu vendais les sonneries? C'est ça. C'est ça. Pour toucher des royalties. Parce que le truc, en fait, c'est qu'à l'époque, on sortait juste de la période des téléphones, tu sais, à coulissant, genre U600, ce genre de téléphone à l'ancienne. Et c'était le début du iPhone 1, le début du tactile, machin et tout. Donc, voilà, tu t'empressais tout le temps de mettre ta sonnerie, sauf que ça commence pas où tu veux. Ouais. Ça commence au début du morceau. À l'époque, les sons coupés, décalés, le gars va parler pendant 10 minutes avant que ça se passe. Donc, voilà, moi, je coupais là, tac, 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 tac. Ok. Je coupais là, la partie qui chauffe, comme on dit. Et puis, voilà. Et donc, par un vendeur de contenu indien, et j'ai pu vendre ça dans 13 pays, en Afrique pendant un moment, ouais, pendant 1 ou 2 ans, je crois. Et puis après, bon, tu connais, hein, les opérateurs, quand ils commencent à avoir beaucoup de chiffres, ils ne font pas le vrai point. Donc, pour éviter d'être en parlant avec les artistes, j'ai pris la main des artistes, j'ai pris la main des opérateurs. Et ils parlez-vous entre vous. Parce que l'artiste dit, ouais, Jean du Burkina, il y a mon son dans tous les téléphones et tout. C'est pas le bon chiffre, là. Ouais, sauf que toi, tu n'as aucun moyen de vérifier. Tu as quel âge? Tu as 25, 26 ans, tu brasses un peu d'argent. Bon, tu te dis, bon, mon cher, pas mon nom va se gâter dans cette affaire. Comme ça, je suis monté dans le truc. Ok, donc tu les as mis en lien et t'es pas repassé encore sur autre chose. D'ailleurs, ça me fait penser comment? Parce que là, du coup, je vois que dès que tu vois une opportunité, tu arrives à la saisir et tu arrives à bien l'exploiter, à bien l'exécuter. Comment ça se passe, toi, sur ton process? C'est quoi ton processus mental? Comment est-ce que tu passes justement déjà, comment tu perçois les idées? Alors, j'imagine que du coup, tu as développé ton œil, ton esprit, tu arrives à comprendre mieux le marché et saisir un peu tout. Et comment est-ce que tu arrives à décider, en fait, vas-y, je pars là-dessus. Genre là, par exemple, typiquement sur les sonneries, comment est-ce que tu te dis, alors vas-y, là, il y a un truc, quoi. En vrai, quand tu regardes le nombre d'entreprises que j'ai fait des épices, j'ai fait une marque de t-shirts,
Voilà, pendant le Covid, j'ai inventé une marque de t-shirts parce que je me fallait créer un truc. Mais en fait, le point commun de toutes les entreprises que j'ai créées à ce jour, je pense quand même que c'est ma volonté de résoudre des problèmes. En fait, nous ne cherchons pas à faire du business. Je cherche à résoudre des problèmes. Tu vois, quand j'arrive dans un copies, on dit que ça ne marche pas comme ça. Je dis, mais qui a dit que ça ne marche pas comme ça? Donc, dès lors que tu ne peux pas répondre à cette question, je me dis, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Et c'est comme ça dans tous les business. Et je me concentre toujours sur les trucs qui, j'ai envie de te dire, me dérangent moi-même. Ouais. Des trucs que moi, naturellement, j'aurais utilisé de tout. Ouais, on a entendu avec la boîte, typiquement, tu n'avais pas pensé. Ouais, alors que j'avais envie de... Voilà. Tu lances ta boîte. Ouais, c'est comme ça. C'est exactement ça. Dès que... J'imagine, toi, tu as géré tes sons de code design. Exactement. Donc, je pars toujours du principe de... Écoute, c'est pas parce que ce n'est pas fait que ce n'est pas faisable. Ça, c'est vraiment le truc qui me drive. Et après, le deuxième truc, c'est vraiment, vas-y, je vais régler ce problème-là. Moi, je suis attiré par régler des problèmes. Nice. Et après, la capacité de structuration derrière vient du fait que, comme je me suis lancé dans la résolution de plusieurs problèmes différents. Ouais. Donc, mon esprit maintenant s'est synthétisé, analysé, en fait, quel que soit le truc, tu vois. C'est des entreprises qui ne se ressemblent pas. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens me connaissent pour avoir créé Push Côte d'Ivoire, donc une carte bancaire à destination des salariés non bancarisés et des acteurs du secteur informel. Mais l'idée de cette boîte me vient du fait que je voulais créer une carte bancaire adaptée au secteur informel. Encore lié à tous les mobile money. Mais pourquoi? Parce qu'avant ça, j'avais une marque d'épices. Et mon premier problème, c'était comment j'envoie l'argent aux dames qui sont à Boaké, Borchamp, pour me sortir les meilleurs ingrédients pour faire mes épices. Parce que quand tu leur envoies tel opérateur, ils disent non, ici, il n'y a pas le réseau de tel opérateur, il y a un autre opérateur qui est là. Après, je me dis, mais pourquoi on ne fait pas un truc où il y a tout dedans et puis eux, ils vont se débrouiller avec. Et c'est comme ça que ça part. Après, c'est ouf. C'est-à-dire que même au sein de tes business, tu arrives à avoir des problèmes que tu peux avoir au sein de ton affaire et que du coup, sur laquelle tu vas rebondir pour... Moi, je cherche à régler des problèmes. Comme il y a tout le monde. Il y a deux sortes de personnes dans la vie. Tout le monde pense que c'est la même chose, mais ce n'est pas vrai. Il y a les businessmen et il y a les entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur. Le businessman, il achète une banane à 500 francs, il la revend 1000 francs. Exactement. L'entrepreneur, il achète une banane à 500 francs, il te vend du jus de banane à 5000 derrière. Ce n'est pas le même principe. Donc, moi, je règle des problèmes. Et même les épices, comment j'arrive aux épices? Parce qu'avant ça, j'étais dans l'exportation des VA. Et en fait, à chaque fois, les planteurs me demandaient de l'argent entre les récoltes. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de récolte, on n'a pas d'argent. Ouais. Donc, je dis, mais planter du juvier, ça pousse plus rapidement que de l'EVA ou du cajou. Sauf que, ouais, on plante du juvier, qui nous le rachète. Bah tiens. Depuis, on est vu comme ça et trucs. Et je me rappelle nos épices, surtout pâte d'arachide et jumelé best-seller dans les petits formats Soumara, piment Gogokan. C'était sur toutes les tables de tous les maquis de Paris. Voilà. Mais là, tu as l'idée, mais vu que c'est des milieux complètement différents, c'est des industries complètement différentes, c'est des compétences complètement différentes. Typiquement, là, est-ce que tu vas, comme toi, comment tu gères, tu vas t'entourer de gens qui connaissent parfaitement le terrain ou qui vont savoir quelle épice peut bien pousser à tel endroit? Ou comme toi, comment est-ce que tu crées aussi ce savoir? Comment tu arrives à... Alors, le principe de ceux qui connaissent, c'est qu'ils pensent qu'ils savent. Ouais. Sauf que moi, je n'arrive pas du principe où je ne connais pas, donc je ne sais pas. Donc, j'apprends comme un enfant de 5 ans. Ouais. Pendant 2 mois, je vais harceler des gens, je vais poser 74 millions de questions. Mais le truc, c'est qu'à la différence, c'est que moi, je suis entrepreneur de métier. Je sais faire que ça. Donc, je connais les must-have, en fait, à avoir. Je sais que le packaging, ça compte. Je sais que la qualité du branding, ça compte. Je sais qu'il faut avoir une chaîne d'approvisionnement qui ne t'arrête jamais. Je sais qu'en débouché, il faut avoir un gros client qui peut absorber tout. Tu vois, il y a des must-have, en fait, que je sais placer avant de commencer quoi que ce soit. Donc, après j'ai acquis, c'est pour ça que je dis souvent quand je fais des conférences que tout ce que tu fais dans ta vie, ça compte.
Parce que j'ai été DJ, j'ai été barman, j'ai tout fait dans la boîte. Donc, j'ai une certaine aisance pour parler aux gens. J'ai pas peur de parler en public. Bah, si tu as fait des atarakus, tu imagines bien. J'ai pas peur de parler en public. J'ai l'oreille musicale, donc j'ai un petit côté un peu artistique pour les créas. Du coup, tu vois, tout ça, ça compte. Et tout ça vient de ton passé, tout ça vient de tout ce que j'ai vécu. Tout ça est important, j'ai appris et tout, donc ça me permet de peut te servir à un moment, même pour le futur, même ce que tu fais maintenant, bah, d'apprendre tout, même aujourd'hui, ça me... Voilà, aujourd'hui, pour ceux qui m'ont déjà vu faire des discours devant 1000, 2000 personnes, j'écris pas. Ah ouais? Ok. Je sais ce que j'ai à dire, donc je viens, je vous parle. Donc c'est j'écris pas. Je n'écris pas de discours. Yes. À la rigueur, je te fais un PowerPoint pour que tu saches un peu de quoi je parle, mais j'écris pas. Ouais. Ouais, dans ta tête, t'as déjà tes boulettes. En fait, tu sais déjà de quoi tu vas parler, t'as tout déjà bien schématisé dans ta tête. C'est ça. Pour moi, c'est une conversation. Ok. Donc voilà, donc c'est ce qui me permet, en fait, je pense que c'est un ensemble de choses, en fait, parce que moi, sachant que je suis entrepreneur de métier, je capitalise sur tout ce que j'apprends. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui vont se dire, moi, je sais jouer du piano, mais ça me sert à rien. Non. Tu vois ce que moi, je dis, je suis entrepreneur. Si je sais jouer du piano, il faut que ça me serve à un truc. Il faut que ça me serve à un truc. Comment tirer quelque chose, la discipline derrière ou... Voilà, ou l'habilité des doigts, ou je sais pas. Ouais, il y a toujours quelque chose à tirer. Un truc qui sert ou même à rentrer dans des réseaux, te faire des contacts. Faut que tu sois lié par quelque chose. Il faut que tout te serve à quelque chose. Donc, c'est ça que j'ai fait, en fait. Top. Donc, du coup, tu montes une série de boîtes. À la différence, moi, je monte jamais beaucoup de boîtes. Je monte une boîte après l'autre. Ouais. Donc, jamais en simultané, d'ailleurs, bien. Jamais. Ok. Donc, ça veut dire que tu as poncé une idée. Enfin, il y en a deux, c'est qu'elles sont complémentaires. Okay. Mais jamais, c'est toujours une boîte après une autre, parce que je veux atteindre un objectif, en fait. J'ai un dessin, c'est régler un problème. Donc, les autres boîtes sont que des marches, en fait, vers ce problème. Vers ce problème. Est-ce que tu as, du coup, un end goal? Genre, est-ce qu'il y a un moment, il y a un niveau final que tu comptes atteindre? Ouais, je dis très souvent, et tu remarqueras sur mon LinkedIn, sur ça, je signe très souvent, et beaucoup de gens m'appellent comme ça, d'ailleurs, champion national de Jésus. Ça veut dire que, de par mon parcours, il faut que je puisse susciter des vocations, et de deux, il faut que je casse tellement de portes que les gens se disent, regarde Steven, il n'avait pas tant, mais il a réussi à faire tant. Donc, toi aussi, tu peux faire tant. Moi, c'est le but de ma vie, et champion national, parce qu'il faut que ce soit à un niveau, pas à un petit niveau. Voilà. Comme on a dit, au niveau force. Et pas parce que j'ai envie d'être connu, parce que bon, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai envie d'être riche non plus, mais parce que je veux pouvoir susciter des vocations. J'ai un gars, quelque part, qui est au Zimbabwe, qui va se dire, regarde Steven, personne ne le connaissait, il arrivait à faire ça. Et ça, vraiment, je fais ça à longueur de journée. Casser des portes. Ouais, je pense que c'est bien le travail d'un bon entrepreneur aussi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, et voilà. Dès qu'on me dit c'est impossible, ça m'intéresse. Ok. Et donc, tu arrives sur Push. Comment est-ce qu'on arrive là sur la dernière, les 3 dernières années, et comment est-ce qu'on en arrive justement au sujet de la vidéo, le CI20? Alors, donc à la base, donc à l'époque, je suis dirigeant de PME. Je ne sais pas c'est quoi une start-up, je n'ai pas envie de savoir, ça ne m'intéresse pas. Et il arrive un moment, donc il faut que je puisse résoudre mon problème, qui est d'envoyer de l'argent à tous mes planteurs, mes producteurs, en fait, qui travaillent avec moi par rapport aux épices et tout. Donc, je me dis, OK, créons un truc interopérable et tout. Donc, je cherche à régler mes problèmes, comme on envoie de l'argent Bosch. Donc, il y a un véritable problème de circulation de la monnaie Bosch. Donc, je commence déjà par créer le premier outil, qui est donc la carte interopérable avec tout le mobile money. Et pour revenir, c'est quoi le problème qu'il y a à ce moment-là? À ce moment-là, c'est que je fais des épices, sauf que je galère à envoyer de l'argent Bosch. Parce que c'est jamais le bon réseau, ou même les points qui sont dans les villages, ils n'ont pas assez de cash. Parce que
Tu peux envoyer 800 000 à quelqu'un. Mais si dans son village, il ne peut pas retirer 800 000, il va faire je ne sais pas combien de villages. Donc, tu avais tout ça qui n'était pas truc. Donc, je crée ça. Et donc, comme c'est une carte Visa, je commence mes premiers clients sont ceux qui payent sur Internet, ceux qui veulent faire des paris en ligne, ceux qui veulent faire un certain nombre de choses et tout. Sauf que ce n'est pas ma cible finale. Donc, à un moment, je me reconcentre sur ma cible finale qui m'a poussé ça, qui était vraiment le secteur informel. Et comment tu me dis ça? Parce que du coup, certains auraient pu dévier, voir l'opportunité là-dedans et se perdre là-dedans éventuellement, tu vois. Comme nous, typiquement, à un moment donné, on a vu les NFT dans la photo, tu vois, on s'est peut-être dit on va faire des NFT, mais tu vois, on aurait pu s'y perdre parce que aujourd'hui, ça a ajouté. Et tu vois ces autres usages que tu n'avais pas prévus de base, mais tu te refocuses, tu restes quand même focus sur ce que tu as fait. Parce que je ne suis pas un businessman. Moi, je vais régler les problèmes. Donc, tout ce qui ne va pas dans le sens de régler mon problème de base, ce n'est pas mon problème. Donc, partant de ça, moi, je n'ai jamais eu de problème de focus. Je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui peut faire ça. Ah bon, est-ce que ça règle mon problème ou pas? Non, ça ne règle pas. Ok, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, moi, je suis le seul gars de l'écosystème qui s'en fout de tout ce qu'on appelle crypto-monnaie. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne règle pour l'instant aucun de mes problèmes. Il dit pour l'instant. Le jour où ça règle mes problèmes, là, on verra. C'est bizarre, tu peux être président du CIO, mais tu ne parles jamais de crypto-monnaie. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Yes. Ouais, t'as ton problème, ce qui t'amène sur une mission, et ta mission, tu vois. Voilà. Moi, je me concentre sur les outils qui vont m'aider à atteindre ma mission. Et après, donc, je me refocus. Donc, je me suis dit, écoute, il y a plein d'entreprises de fintech qui font des cartes bancaires en ce moment. Tu vas être très challengé, ils ont plus de moyens que toi. Reviens dans ton truc. Donc, je crée la première carte dont on peut faire le retrait en kiosque. Ok. Voilà, c'est pratique parce qu'il n'y a pas de DAB dans les villages. Ok, ouais. Mais comment ça se fait physiquement? Il arrive, il donne juste un numéro de téléphone. Ok. Il donne le QR code qui est sur sa carte. Voilà. Il reçoit un OTP de vérification, il donne l'OTP au marchand et puis il retire ça. Ok. Donc, je fais ça. Et puis, partant de ça, je postule pour un marché, pour digitaliser l'ensemble de la filière café-cacao. Et puis, on va jusqu'au bout et ça marche. Et l'État nous fait confiance. Aujourd'hui, c'est 1 million de planteurs qui ont notre carte. Ok, nice. Et on parle d'à peu près 2500 milliards de flux à digitaliser. Ok. 3 milliards d'euros de flux à digitaliser par an. Donc, c'est vraiment un gros challenge, mais qui est dans mon scope. On parle de planteurs de café-cacao, de bancariser des planteurs de café-cacao. Donc, je suis totalement dans mon rôle. Voilà, par rapport à ça. Ok. Donc, on a pu lever de l'argent pour aller faire ça et tout. Bon, voilà. Tu vois, même ça, c'est encore une histoire. Tout le monde me dit, oui, mais tu peux pas lever 1 million d'euros si tu parles pas anglais. Il faut faire des pitchs à la Silicon et tout. Je suis peut-être le seul gars qui a levé 1 million d'euros sans sortir d'Abidjan. Moi, plus on dit ça, c'est pas possible. Voilà. Moi, j'ai un problème, j'ai une solution. Voilà comment on fait. Voilà le point. Ouais, puis il y a le marché pour de toute façon. Ouais. C'est ça. Et j'ai eu des partenaires vraiment géniaux qui m'ont accompagné et qui jusqu'aujourd'hui, voilà, quoi, on est là. Et c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre ce qu'est qu'une start-up, quand tu rentres dans... Un peu avant, dès que je switch pour devenir fintech, déjà là, je commence à m'intéresser. Je fais la Fondation Jeunesse Numérique, je commence à rentrer dans l'écosystème et tout ça. Ok. Ouais, j'étais en 2019 jusqu'en 2021, j'ai vraiment fait mes cours, mon apprentissage de c'est quoi une start-up, social impact, toutes ces choses-là en fait. Ok. C'est ça qui m'a permis de maîtriser un tant soit peu les codes. Yes. Ok, donc là, tu as eu cet appel, tu as répondu à cet appel, tu as levé. Comment est-ce que le CI20 du coup arrive dans ton esprit et pourquoi est-ce que vous créez ça? Déjà, comment ça arrive dans ton esprit? Pourquoi vous avez créé ça? Quel était le problème? Le problème en fait, c'est que on remportait des compétitions de start-up partout en Afrique. Ouais. Sauf que quand on revoyait les gars qu'on avait battus 3 ans plus tard, eux, ils avaient levé 10 millions. On était au même stade de gagnants du concours de start-up. Donc là, déjà, de base, il y a un problème. Après, donc, ça voudrait dire que notre écosystème
même si notre économie est dynamique, on était à 7-8% de croissance en Côte d'Ivoire, les startups ivoiriennes n'arrivaient pas, elles, à croître. Donc, elles mettaient 2 ans pour faire un step important, machin et tout. Bref, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'écosystème et il faut régler un certain nombre de problèmes. On a un problème d'accès au marché, on a un problème d'accès au financement, on a un problème de cadre réglementaire pour attirer les investisseurs et les différents acteurs. On avait un problème pour tout. Mais les start-upers étaient là. Ils essayaient de faire des choses. Et j'aime à dire souvent que les écosystèmes numériques dans les pays naissent de différentes façons. Il y a des écosystèmes qui naissent à partir des blogueurs. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Les premiers gars de l'écosystème ici, les pionniers, big up à eux d'ailleurs, c'est les Cyriac, c'est les Edith Brou, c'est les Jean-Patrick Eouman. Donc c'était vraiment des blogueurs et des développeurs. C'est eux qui ont porté l'écosystème en premier. Ce n'étaient pas encore des entrepreneurs tech. Nous, on est arrivé après. Tu as des écosystèmes où ceux qui ont drivé l'écosystème, ce sont les institutions. C'est-à-dire que, par exemple, un pays comme la Tunisie, ils ont été les premiers à avoir une loi start-up. Et c'est partant de ça qu'ils ont structuré leur écosystème. Et tu as des cas comme le Nigeria, par exemple, où la culture entrepreneuriale Nigeria, Ghana, la culture entrepreneuriale est tellement forte que c'est les entrepreneurs tech qui ont drivé l'écosystème et qui après ont créé un écosystème avec des incubateurs et tout ça. Au Sénégal, c'est un peu une histoire hybride. Donc, tu as les entrepreneurs qui ont commencé à driver l'écosystème. Ça, c'est les Oumar et tout ça. Et puis après, tout de suite, la stabilité du Sénégal fait que les VC sont arrivés rapidement. Et derrière, tu as la DER. Donc, tu as un monsieur qui s'appelle Papa Amadou Sarr. Shalom à lui aussi, qui a un casseur de porte. Un casseur de porte qui a créé la DER et qui est venu mettre de l'argent dans toutes les startups sénégalaises. Bon. D'autres ont bien réussi, d'autres ont moins bien réussi. Mais en tout cas, il a impulsé une dynamique venue d'en haut. Ouais. Voilà. Donc, chez nous, il n'y avait pas encore de volonté au niveau des autorités. Enfin, ce n'était pas encore quelque chose qu'ils regardaient de près. Ils avaient une volonté parce qu'ils ont créé la Fondation Jeunesse Numérique, mais ils ne regardaient pas ça de près vraiment. Parce que ça n'apparaissait pas à l'époque comme un levier de création d'emplois et de valeur. Et c'est pour ça que nous, on a créé le CIV. On s'est dit, OK, tout seul, chacun de son côté, ça ira pas. Donc, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé chacun des membres aujourd'hui connus, des membres fondateurs du CIV, pendant 1 heure chacun, je me rappelle, pour les convaincre de rejoindre une idée folle pour casser des portes. Donc, au bout de... Il y en a qui ont dit... C'est que l'histoire ne sait pas ça. Il y en a qui ont dit non. Il y en a qui ont dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est encore un groupe WhatsApp, machin. Il dit OK. Sauf que je ne sais pas que non, c'est casser des portes. Donc, quand on fait ça, donc on se retrouve à 15, qui a moi épousé cette idée-là. Et c'est là que l'histoire a commencé. Et on s'est mis ensemble. Donc, on s'est dit, OK, on va créer 2000 emplois en 2 ans avec nos 15 boîtes, juste pour montrer à l'État, pour leur dire, regardez, ce qu'on a fait tout seul, sans votre aide, imaginez si vous nous aidez. C'était juste ça. Créer 2000 emplois en 2 ans. On a commencé en 2021, on a fini en 2023, on a clôturé en décembre 2023, et on les a créés, ces 2000 emplois. OK. Ouais, un peu plus même. On a créé ces 2000 emplois. Mais en fait, ça nous a challengés. Ça nous a challengés. Ça a challengé nos poids. Tout le monde a levé pendant cette période. Tout le monde carburait. Tu vois. Tout le monde carburait pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et plus on avançait, plus le gouvernement, les trucs commençaient à nous regarder en mode c'est pas mal quand même ce qu'ils font. Il y a quelque chose. Et puis ils sont plus importants que beaucoup de PME connus. Ouais. Alors, je veux dire, derrière, quand CNetPay te lève 2,5 millions d'euros, bon, je connais combien de PME qui mobilisent 2,5 millions d'euros. De dollars, je ne sais plus, de dollars, quoi. Mais ça reste vraiment un peu plus d'1 milliard et quelques. Donc, aujourd'hui, quand tu vois dans notre écosystème des gens qui lèvent des quasiment 10 milliards de francs CFA, tu as combien de PME qui font ça? Pas beaucoup. Même ils ont commencé d'arrêter de nous prendre pour les enfants. Tu vois, ils ont commencé à nous dire, bon, c'est pas des enfants, mais il y a du sérieux là, quand même. Donc,
Et donc, nous, Saver, on a commencé notre taf. On avait 6 piliers. On a dressé les 6 piliers. Fédération de l'écosystème. Il fallait fédérer l'écosystème. On a créé des trucs de fou. On a créé les Startup Chill. C'est une espèce d'afterwork où le dernier en date, on a fait avec le fondateur de Glovo. Ok. Ah, ouais. Oui, c'est un studio, non? un studio, ouais. Startup Chill. Ça, c'est notre concept. Avant ça, on avait fait un Startup Chill avec Amazon Web Services, où le responsable Afrique était venu du Nigeria pour ça. Avant ça, on avait fait un Startup Chill, je crois, avec le ministre de l'époque. Avant ça, on avait fait un Startup Chill avec Orange, où le thème, je crois, c'était les startups dans le riz. Ok. Donc, tu vois, Startup Chill, nous trouvons un sujet, vous trouvez l'amener, et du coup, en plus de ça, donc ça permet un moment de networker tout le monde. Network, ça crée du lien, ça parle un peu. C'est ça. Et donc, on a créé Startup Chill pour fédérer l'écosystème. On a créé les C20 Games, qui est un tournoi de foot avec du basket, avec de la danse, machin, pour tout l'écosystème. Donc, tu peux être en train de faire aussi bien de la Zumba avec un VC ou je me rappelle encore de la demi-finale Startup contre Côte d'Ivoire PME. Tu vois, donc, se parler différemment. Donc, ça, c'était vraiment Fédération de l'écosystème et on a créé un truc dont on n'est pas peu fier quand même, qui est le SACEN. Ouais, donc, le sommet africain des startups et de l'économie numérique qui a amené toutes les startups francophones en Côte d'Ivoire en juin dernier. Donc, on a fait déjà 2 éditions. Et en plus, vous l'avez fait là, derrière, en marge du... en parallèle du CEO Forum, ou en marge du CEO Forum. Moi, le CEO Forum, c'est ça. Et donc, c'était vraiment une très belle réussite. Et donc, ça a permis de mobiliser 100 millions de dollars de projets tech de l'État que les startups sont venues adresser. Donc, voilà. Donc, ça, c'était au niveau fédération. Après, il y avait le côté lobbying, cadre réglementaire. On a été point focaux de la loi startup à tous ces niveaux. On a poussé du début à la fin. Donc, on était interlocuteur du ministère. Après, on était interlocuteur de la primature. Après, on était interlocuteur de la présidence. Après, même, on est allé voir le président du Sénat, de l'Assemblée nationale. Voilà, jusqu'à ce que ça soit promulgué au Sénat. On était, voilà. Mais du coup, ça, vous l'avez attaqué pareil dès le début, donc... Dès le début, on connaissait nos 6 chantiers. Ouais, ok. Comme je te dis, nous, on a piloté le C20 comme un projet entrepreneurial. C'est croissance, il faut délivrer. C'est propre. Et la loi startup, vous la signez quand? Je crois qu'on l'a restituée, si mes souvenirs sont bons, l'année dernière. Et elle est promulguée en novembre de cette année. On a restitué au ministre. Je crois qu'elle passe en conseil des ministres en janvier. Et en novembre, elle est promulguée par le Sénat. Ok. Et d'ailleurs, pour rester là-dessus très rapidement, pour les potentiels entrepreneurs qui veulent venir s'installer en Côte d'Ivoire ou ceux qui sont déjà là, elle consiste en quoi cette loi startup? C'est une loi définitionnelle, dans sa première approche. C'est-à-dire qu'elle permet de savoir qui est qui, pour pouvoir mieux aider X ou Y. Ouais, parce que tout le monde commence à se dire start-up aussi dans le milieu. Voilà, tu crées un poulailler, tu es une start-up. Ceux qui créent des poulaillers. Mais c'est une loi, c'est la loi portant sur les start-up numériques. Donc, les nouvelles. Donc, partant de ce principe-là, tu as les définitions, qui est incubateur, qui est accélérateur, qui est investisseur et tout ça. Et maintenant, quand chacun est dans son truc, labelliser les startups pour leur apporter les avantages fiscaux, douane, TVA, tout ça, leur apporter les avantages. Et parallèlement à ça, au niveau des startups aussi, c'était pour pouvoir créer un fonds d'amorçage. Ok. Cette loi-là, et je crois qu'on y travaille. Créer ce fonds d'amorçage-là pour vraiment financer le premier gap qui va permettre aux startups d'émerger. Ok. C'est ces 3 points-là. Fonds d'amorçage, avantages fiscaux, labellisation. Ok. Je connais pas mal d'entrepreneurs du coup dans la sous-région et je pense que le côté fiscal peut intéresser notamment parce qu'il y a des pays où c'est très dur pour les startups. Vous avez réussi à négocier quoi ici? Les avantages fiscaux, en fait, il faut que ça passe dans l'annexe fiscale. D'accord? 2025, je crois. L'annexe fiscale 2025. Donc, en fait, je pense que ça sera les avantages classiques. L'exonération sur un certain nombre d'années, le temps que la start-up émerge et tout ça.
Ouais. C'est une équipe classique, mais je pense que c'est en train de en discussion. D'accord. Ça, c'est dans les décrets d'application, on appelle ça. Ok, top. Du coup, tu m'as dit, premier pilier, fédéré. Deuxième, lobbying. Donc, le troisième, c'était la promotion des champions nationaux. Ok. Donc, on a réussi à faire recevoir pas mal d'acteurs tech par le ministre. Vous avez vu que tout l'écosystème a vu que chaque fois qu'il y avait une levée, désormais, dans l'écosystème, c'est le Premier ministre, alors Patrick Achim, qui retweetait la levée. Ça nous donne la force aux startups. Et ça, c'est notre pied. On a fait en sorte que notre ministre de tutelle retweet nos moves et promotion des champions nationaux. On a permis que soient distingués des ambassadeurs de l'innovation de la République de Côte d'Ivoire, dont on en fait partie. De quelle manière ils ont été, de quelle manière vous avez... Le ministre a récompensé, tu sais, comme il y a l'ambassadeur de la culture, ambassadeur du sport de tel pays. Nous, on est les ambassadeurs de l'innovation. Ok. Ambassadeur du tourisme. Voilà, chaque ministère a des ambassadeurs et nous, on a été fait ambassadeur de l'innovation. Répond typiquement maintenant entre les startups et l'État. C'est ça. Et non, ça part vraiment un peu plus loin dans l'accès au marché. Mais on a pu vraiment faire distinguer ces champions-là, ces ambassadeurs et ces pépites. Je crois qu'on était une trentaine. C'est pas que des banques du CIV, attention. D'accord. Du CIV, il y avait d'autres acteurs aussi, tech assez importants d'ici. Et au-delà de ça, après, il a fallu maintenant, après la promotion des champions nationaux, on a commencé à rentrer dans les délégations officielles. Ouais. C'est-à-dire qu'on partait représenter la Côte d'Ivoire, on est parti à Vivatech. Ouais, d'ailleurs, il y a eu une belle annonce pendant le SACEN, justement. Oui, il y en a eu plusieurs. Laquelle? Alors moi, j'ai vu justement la façon dont tu as motivé, parce que du coup, j'étais présent sur le SACEN. D'accord. Donc tu as motivé, je pense que c'était le ministre, Ouais. à envoyer plus de monde ou sur le... Qui était orienté à Vivatech, si. Oui, effectivement. Et même à Vivatech, on a discuté avec Vivatech pour que Vivatech soit... le SACEN soit la rampe de lancement de Vivatech dans la zone. Donc tout ça, on a réussi à avoir tous ces acquis-là. Et un très beau stand, parce que du coup, je suis passé aussi sur Vivatech. Oui, c'est ça. Un très beau stand Côte d'Ivoire. Exactement. Et ça n'aurait pas été possible avant le CE. Avant le CE, pas tout le monde allait en rang dispersé. Mais à telle enseigne que le Global Innovation Index, qui est la Bible de l'investisseur, des investisseurs des Nations Unies, en fait, pour investir dans l'innovation dans un pays, s'appelle le Global Innovation Index, celui qui fait le classement des pays innovants. La Côte d'Ivoire a gagné 6 places. D'accord. Quand on est arrivé. Et ça a tellement surpris que le Global Innovation Index n'a pas fait un focus sur la Côte d'Ivoire, mais ils ont fait un focus sur les startups du CI20. Donc, il y a un chapitre CI20 dans le Global Innovation Index. Ah oui, ce qui est... Ok. Ouais, félicitations. Ça, non. Où est l'argent? Donc, pour dire, nous, le but, c'était attirer les lumières vers chez nous. Tu vois, des trucs comme M-Studio, qui travaillent avec nous, The Box, Iri, et toutes ces je veux dire, moi, je peux citer les noms, parce que je travaille avec tous les Yemo Startup, Orange Fab, machin. Ces trucs-là, ils se seraient arrêtés à Dakar ou à Accra si nous, on n'avait pas fait tout ce bruit en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que c'était important, notre action. Ouais, vous avez vraiment lancé quelque chose et il y a vraiment... Voilà. Aujourd'hui, tu as des VC qui arrivent en Côte d'Ivoire direct, alors qu'ils seraient allés à Dakar avant. À la limite, avant, si on regarde le Côte d'Ivoire et entrepreneuriat au business, enfin d'ailleurs, c'est plutôt business d'ailleurs même. Si on est en Côte d'Ivoire et à la limite, on pensait à toutes les multinationales qui sont déjà... C'est ça. T'es loin de penser aux PME et aux startups, exactement. Et on a vraiment fait la promotion de notre écosystème. On est allé jusqu'en Arabie Saoudite pour parler de l'écosystème tech ivoirien. Okay. Moi, je vais dans tous les pays, au Sénégal, où l'année dernière, j'ai fait Maroc, Tunisie, Togo, Bénin, Sénégal, Congo-Brazza, RDC, juste pour parler de la tech ivoirienne. Donc, Guinée-Bissau en plus. Donc, voilà. Donc, quand tu regardes tout ça, tu te dis, OK, on a attiré les gens chez nous, maintenant, il faut délivrer. Donc le pilier suivant qui est l'accès au marché. Donc, on a co-créé avec le gouvernement. Tout ça, on a fait ça en 2 ans. Ouais, c'est vrai Créé avec le gouvernement
Non, on était plus d'être motivé. Nous, on vit de la tech. Donc, on est... C'est pour ça que c'est important qui gère l'écosystème tech dans un pays. Parce qu'on n'a pas la même horloge. Moi, ma tech, elle est obsolète dans 2 ans. Donc, moi, je dois carburer. Sauf que quand il y a des écosystèmes qui sont drivés par des incubateurs, où c'est les incubateurs qui fédèrent un peu, qui truc. On a eu cette époque-là aussi ici, tu vois. Il y a des gens qui nous ont vraiment beaucoup aidés, comme les Seedstars et tout, qui ont vraiment incubitoire et tout ça, qui ont vraiment fédéré aussi l'écosystème. Mais arrivé à un moment, ce n'est pas le business model. Le business model, ce n'est pas la tech, c'est de former ceux qui font de la tech. C'est ça le business. Donc, arrivé à un moment, si les end-users, comme on dit, ne se lèvent pas eux-mêmes pour prendre leur destin en main, ça ne va pas au rythme. La vague, elle retombe, quoi. C'est ça. Donc, on a poussé Startup for Good, qu'on a signé avec le gouvernement. Donc, le CI20 devient, à travers cette signature, organe consultatif officiel de l'État pour les questions startup et d'innovation. D'accord. C'est pour ça que je suis très souvent sollicité en tant que président du CI20 dans les trucs avec les délégations ministérielles et tout ça, sur des sujets précis. Mais en plus de ça, ça nous donne en fait la possibilité de participer au plan stratégique de grosses boîtes d'État comme la RTCI, l'ANSUP, la Poste, tout ça, avec qui on collabore de façon directe. Et donc, voilà, ça a permis d'apporter une vision de start-up dans ce que le gouvernement allait faire comme plan. Donc, aujourd'hui, le gouvernement nous l'a très bien rendu parce qu'ils nous prennent en compte dans quasiment tout. Donc, quasiment tout. Donc, c'est quelque chose de... Même quand ils ne nous ont pas pris en compte au départ et qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils le fassent, ils reviennent vers nous pour nous dire, bon, c'est vrai qu'on ne vous a pas associé. Je ne vais pas citer de programme de la primature, mais voilà. Mais ils ne nous ont pas associés au départ. Mais au final, ils sont voilà, comment on pouvait participer et tout. Donc, voilà. Donc, Startup for Good, c'est vraiment cet accès au marché là qui va permettre aux startups d'émerger. Donc, on est en train de préparer des choses pas mal dans le cadre de Startup for Good aussi, pour les startups par rapport à ça. Et après, il fallait l'accès au financement. Donc, voilà. On a créé une initiative Startup Boost Capital, qui est une initiative de financement de startups à partir de mécanismes différents et de partenaires différents. Donc, c'est quelque chose d'assez innovant. D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un guichet numéro 1 qu'on a développé avec l'AFD à travers Fusée, qui sont des tickets de 30 000, 50 000 euros. C'était à l'Africa, là. C'était à l'Africa, voilà. En collaboration avec le CI20. Il y a un autre guichet qu'on a développé avec l'Agence Emploi Jeune, donc l'État, qui est une enveloppe de 1 milliard qui finance 50 millions de francs CFA par start-up. Et ça marche très bien aussi. Et une troisième enveloppe, on est en train de monter avec la BOAD, avec qui nous avons mobilisé d'importants fonds. Un troisième guichet. Et je crois qu'on a signé ça justement au SACEN, devant les caméras, justement. Voilà. Donc, on parle de plusieurs milliards de francs CFA, justement, pour accompagner la tech ivoirienne vers l'UEMOA. Ouais, ok. Donc ça en entend pas mal aussi. On en parle pas mal aussi. On parle en dizaines de milliards. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est pour l'ensemble de l'écosystème. C'est pas pour nous. Je veux dire que ce soit la loi, que ce soit tout ce dont on parle, c'est pour l'ensemble de l'écosystème et on n'est pas peu fiers quand même d'avoir pu faire toutes ces choses-là en si peu de temps, quoi. D'ailleurs, pour représenter d'autant plus ce que tu es en train de me dire, clairement que ce n'est pas pour vous, c'est que vous passez le relais. Exactement. La particularité du CI20, c'est qu'il y a une nouvelle cohorte qui va arriver. Une cohorte d'une association qu'on a créée nous-mêmes. Donc, ça veut dire qu'on n'était pas obligé de bouger. C'est clair. On pouvait rester là et puis prendre les lauriers. Mais c'est ce qui allait se passer, que vous avez créé votre organisation et c'est vous jusqu'au bout, quoi. Non, pas du tout. Et même moi, président à mandat unique, tout le monde dit mais tout ce que tu as fait reste. Franchement, tu n'as même pas profité de ce que tu as fait. Je dis mais non, moi, je suis entrepreneur. Donc, pour moi, être président d'association d'une association start-up pendant 4 ans, je me vis un peu légèrement comme un échec, quand même. Tu vois, je suis venu, on avait un objectif, on a délivré. Aujourd'hui, on a un fonds de financement des startups, ce qui n'existait pas avant nous. On a mis la Côte d'Ivoire sur la carte des nations tech. Voilà.
on a sensibilisé nos autorités sur notre importance, l'importance des startups. Je pense qu'on a délivré. Vous avez atteint votre objectif des 2000 emplois. On a atteint l'objectif des 2000 emplois. Voilà, on passe à autre chose. Yes. OK. On va lancer un appel à manifestation d'intérêt dans très peu de temps. Je crois que c'est dans 2-3 semaines. OK. Et puis, la nouvelle cohorte sera connue. Et puis, eux, pour 2 ans, ils vont repartir. Peut-être qu'ils vont partir sur la blockchain, peut-être sur l'environnement. Ouais, ça va être à eux de définir leurs nouveaux objectifs. Oui, là où ils vont aller, ouais. OK. Et donc, depuis 2 semaines, je crois doit être 2 semaines, on a un nouveau président du CIO, donc, qui est Alex Denier. Alex Denier qui est au même studio notamment. Exactement. Donc, il y a Alex Denier qui va conduire vers de nouveaux horizons, justement, le CI20, vers de nouveaux challenges. D'accord. Et comment ça s'est passé pour toi, d'ailleurs, ce CI20? C'est-à-dire que tu as mis parce que tu as mis ton travail entrepreneurial de côté pendant ce moment-là pour te focus sur le CI20. Enfin, tu as mis ta boîte de côté à ce moment-là? Oh non, pas du tout. Quand j'ai commencé le CI20, quand j'étais désigné président du CI20, j'avais 10 collaborateurs. Ouais. Aujourd'hui, j'en compte à peu près 115. OK. Ouais, donc j'ai travaillé en même temps. Mais il faut dire aussi que j'ai été beaucoup aidé parce qu'aujourd'hui, je ne gère plus Push Côte d'Ivoire, je suis administrateur. Donc, il laisse un peu plus de temps pour faire d'autres choses. Yes. Et en plus, comme je l'ai dit, je fais un double MBA. Il fallait que j'ai ce recul-là pour faire mon double MBA aussi. Ouais. Donc, voilà, ça a arrangé. Et puis, on a fait tout atteindre et tout délivrer. Et puis voilà. OK, très bien. C'est quoi, enfin, avant d'aller sur les questions de la fin, c'est quoi du coup la suite pour toi maintenant que tu as passé le flambeau? Adam, d'ailleurs, petite question, c'est comment est-ce que vous avez choisi, enfin c'est vous qui avez choisi Alex, comment ça s'est passé cette position? On a choisi Alex. Ça veut dire quoi? Vous avez fait une assemblée générale? Oui, on a fait une assemblée générale. On était 15, on a voté Alex, candidat unique. Ok, top. Voilà. Ok, donc là, lui, et du coup, après, c'est lui avec les autres, ou c'est toujours vous, membre fondateur, qui allez voter pour le. Ils vont faire 2 ans. En fait, il faut que le président soit toujours issu de la vague d'avant pour garder l'ADN. Ouais. Donc, il sera le président de nous, entre griffes, et le président de ceux qui vont de la nouvelle cohorte aussi. Ok. Enfin, j'ai envie de te dire, non, on ne bouge pas, on est membre fondateur, c'est écrit comme ça dans les statuts, donc on est quelque part. On ne sera plus à la télé partout, parce qu'à gagner des concours, parce que c'est quand même 115 prix internationaux, quand même, le CIV. Parmi les membres. 115. Sur les fondateurs, vous avez chopé 115, vous avez gagné 115. Les 15, oui. Ah, what? Ok. Et sur les 15, tu as 13 prix nationaux d'excellence. Ça veut dire, ce bidule-là, on est 13 en avoir. Attends, montre-nous bien à la caméra. Ce bidule-là, on est 15 en avoir. Waouh. Donc, voilà. Voilà, ça va, c'est un truc. Dans tous les sens. Il y a des trucs même que tu ne peux même pas connaître. Par exemple, moi, je suis Choiseul. Voilà. C'est vrai, d'ailleurs, on s'est vu sur Choiseul à Maroc. Exactement. Donc, vous avez vraiment de la reconnaissance. Je fais partie de la génération Afrique-Europe de la Tribune. Ok. Bah aussi, c'est tout. Voilà. Et comme moi, ça va vous avez tellement fait. C'est normal que d'un autre côté, il y en a qui vous valorisent. Franchement, les 15 membres du CIV, les 15 membres fondateurs du CIV, c'est des gens qui sont réellement engagés. Engagés pour l'écosystème, engagés dans ce qu'ils font. C'est pas un groupe d'amis qui, non. C'est vraiment des gens engagés. Je veux dire, quand tu nous prends individuellement, pour te donner une ordre d'idée, hein, Kevin, Under 30 Forbes, Corinne vient de prendre la présidence de la santé numérique de Côte d'Ivoire, SNCI. Patricia Zondi est présidente de MPME. Sinetp à la tête de l'association des FinTech de Côte d'Ivoire. Voilà, je peux passer ma journée à faire ça en fait. Donc vraiment, c'est pour dire que c'est des gens très engagés. Et vraiment, je les remercie d'avoir embarqué dans cette aventure avec moi. Et voilà, et qui ont travaillé, quoi. Donc, top. C'est un peu
C'est un peu ça. Avant de clôturer, j'ai encore envie de savoir si vous êtes fait approcher, parce qu'en fait, vous avez monté quelque chose de tellement énorme qui vient vraiment du bas, enfin vraiment de zéro. Ouais, et c'est un peu bon. Il y a tellement de pays qui sont encore à cet état, encore justement, où l'État va rien mettre en bas, justement. À la limite, il y a peut-être quelques incubateurs, mais ça ne va pas aller beaucoup plus haut. Est-ce que vous avez été approché par des entrepreneurs d'autres pays pour vous les accompagner éventuellement à remonter un CI20 version, je ne sais pas, un Togo 20 ou autre Alors, c'est là que c'est important qui drive l'écosystème, je le dis encore. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Il y a des pays où une association comme la nôtre, c'est une fédération de startups. Il y a 16 startups au Sénégal. Mais nous, avant de créer CI20, on a appelé tout le monde. Je me rappelle, on a eu 2 calls avec ces startups par le biais de l'ADER et d'une meuf géniale qu'on appelle Eva Soebion, qui est une pionnière de l'écosystème tech du Sénégal. Et on a vu leur modèle, on s'est dit ça va pas aller. Parce que ça va pas aller à un autre écosystème. Pour qu'on nous écoute, il faut ce soit un top qui parle. Tant qu'il y ait une fédération, parce que la fédération, tu vas toujours souffrir de 3 choses. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est inclusif? Est-ce que c'est représentatif? À chaque fois, on va te poser ces 3 questions. Pourquoi vous et pas d'autres? Alors que le CIV, on n'a pas cette question-là parce qu'on s'est dit, nous, on est un groupe de 15 gens qui veulent créer 2000 emplois. Point. On ne parle pas pour Pierre, Paul, Jacques. Mais on a tel combat. C'est pour ça que nous, on n'a pas souffert de ça. Donc, tu as des écosystèmes comme celui du Mali avec qui on a un groupe WhatsApp, en fait, avec des écosystèmes sénégalais, maliens, nigériens, burkinabés et béninois. OK. Et c'est pas au Togo, tu as beaucoup de partenaires au développement qui drivent l'écosystème. Bon, beaucoup. Il y en a un en particulier. Et au Mali, c'est l'association est portée par un dirigeant d'incubateur. D'accord. Ils n'ont pas les mêmes critères. Ils sont mélangés dans l'association. Tu as les incubateurs, tu as les machins. C'est compliqué. Donc, ils ne sont pas les mêmes critères. Ils ne font pas les mêmes choses. Ouais. OK. Et tout le monde se plaît à trouver pour combat commun la loi Startup Act, ça règle rien, en fait. Ouais. Déjà, la loi Startup, ils se sont quand même. Oui, tout à fait. Donc, il faut vraiment, comme nous, on essaie de faire, c'est vraiment adresser des points précis en fonction d'intérêts précis. Et puis, surtout, adresser des points précis pour l'ensemble de l'écosystème. Pas pour ça. C'est ça la particularité du CI20. Tous les points qu'on a adressés, c'est pour tout le monde. Je dis quand un gars aussi recherché que Sacha, fondateur de Glovo, board member de Facebook, arrive en Côte d'Ivoire qui dit qu'il veut nous voir. Nous, on dit, mais non, nous, on va t'offrir à l'écosystème dans un podcast. Comme ça, tout ce que tu vas dire, ça reste. Exactement. Et donc, j'appelle mes 2 gars sûrs, Moulay et Kaï. Truc là, tac, et ça se passe très bien. M Studio dit OK. C'est ça. Ouais, moi, je l'ai vécu via les épisodes sur Entrepreneur. Voilà. Donc, c'est pour te dire que c'est vraiment l'ADN qui truc. Et les autres écosystèmes. Donc, on a été plutôt approchés par lui et moi et la BOAD pour faire la même chose dans les autres écosystèmes. Ouais. OK. Mais nous, on estime qu'on ne veut pas faire ce que les diplomaties économiques nous ont fait avant. Les gens dans notre pays, ils arrivent en groupe, il faut leur présenter tout le monde là, tout de suite, maintenant. Ils viennent, ils disent, OK, moi je veux ce marché, puis ça déroule. Non. Nous, on s'est dit, OK, on veut faire ça, mais il faut qu'on fasse avec les gens qui sont là-bas. D'accord. Et avec les gens qui sont là-bas, donc, lui et moi, en train de travailler dessus, la BOAD aussi, pour pouvoir essayer de faire quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'en vrai, vous êtes un bon modèle pour d'autres écosystèmes, même si évidemment, ces écosystèmes étant différents, ça ne peut pas forcément résulter de la même manière, mais C'est ça. Mais en tout cas, merci pour ta présentation, ta belle rétrospective sur le CI20. C'est clair. Merci. Pour terminer, est-ce que tu as recommandé quelques acteurs de l'écosystème, alors que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, qui ont un parcours inspirant, ou du moins qui ont fait quelque chose d'inspirant pour le podcast? Si tu peux faire le podcast à distance, peut-être, ouais. Ah, c'est une délo. Chercher la personne, hein. Elle est très loin. Ah ouais. C'est ça, quelque chose, elle est très loin. Elle est à Dubaï. Ah mince, ok. Parce que elle est directrice chez Facebook. Ok. Elle s'appelle Eva Soebion, présidente de la fondation I for Policy.
qui, dont le rôle est d'installer la loi startup dans tous les pays. Et elle, c'est, voilà, tout écosystème confondu, tu dis son nom, Enfin, je connais les forts policiers, je connais bien les forts policiers, tu vois, mais je connais pas. Donc, il y a Emaso, il y a Papa Amadou Sarr aussi, géant, gros casseur de porte. Celui, il a un marteau sur lui. Gros casseur, Papa Amadou Sarr. En termes de start-upers, Ça peut être start-up, ça peut être défense, ça peut être. t'as Régis et Hassan. Pour moi, Régis et Hassan, pionniers du c'est possible de lever de l'argent au partir de la Côte d'Ivoire. Ok. Régis et Hassan de Djamo. Moulay que tu connais déjà. Moulay, il est passé même. Moulay, il est Voilà, donc voilà. Et tu as des gars comme Ange Balma, Lamine Barreau. Lamine qui est au M Studio aussi. Non, il est pas au M Studio, Lamine, mais Ah bon? il a fait tout. Ok. Mais il est plus au M Studio. Lamine Barreau aussi. Il est sur le SACEN 1 ou 2 ans. Le secrétaire général du CIVAS. Ah, ok, ouais, c'est ça. C'est le secrétaire général dont je travaille tous les jours avec lui. Oui, Mais c'est des gars, et voilà. Ange Balma, pareil, vice-président du CIVA. Lui, Filette. C'est l'Internet par la lumière dans les villages. Ok, intéressant. Donc, il a 5 brevets sur un poteau et sur un lampadaire qui permet de donner à la fois la connectivité, à la fois la météo, à la fois plein de trucs. Ok. Voilà, tu agaches. Terrible, ok. Donc, voilà, donc, en fait, prends tout le CV, parce qu'il n'y a que ça, en fait. Je vais passer ma journée à te parler de Anissé Amani, je vais te parler de Corinne, je vais te parler de Youssouf Balo. Bah écoute, je vais te prendre la liste de toutes les Voilà, entreprises. tu prends la liste, tu sais ce qu'il te reste à faire. Franchement, c'est... Voilà, quoi. Il y a plein qui sont en train d'arriver dans le CV1 qu'on a déjà repéré aussi, qui sont pas mal. Franchement, tu as du taf avec eux, quoi. Et tu as un gars comme Clyde aussi, qui est vraiment le papa de l'écosystème, Clyde Vacher. Il a sûrement déjà vu dans plein d'événements écosystèmes. C'est vraiment des gens qui ont aimé l'écosystème, qui ont travaillé jusqu'à un certain niveau, et voilà, qui ont pris du recul par rapport à la vie professionnelle classique et qui ont décidé de venir aider des jeunes startups. Ok, il le fait du coup sous quel moyen? Il a créé Combo Hive, qui est un coworking à Rivera, mais où vraiment il apporte beaucoup aux startups. Donc voilà, il est même dans le board du CI20 aussi. Tu as des personnes écosystèmes comme Dr Mafini Dosso, qui est docteur en économie de l'innovation et tout ça, qui est dans le board du CI20 aussi. Donc, Ok. Vous êtes bien entouré aussi, hein? pour faire tout ce qu'on doit faire là, faut être bien entouré. Hein. Ok. Oh, c'est clair. Entouré, donc voilà un peu les personnes dans l'écosystème que tu peux voir, en tout cas l'écosystème ivoirien. Ouest africain, tu as plein de gens. Tu as gens au Bénin, tu as au Togo, tu as Edem aussi, c'est moi. Voilà, au Bénin aussi, tu en as pas mal aussi. Au Bénin, tu as Gilles Kounou. Gilles, on a la patte sur la tête. On s'est vu rapidement au Maroc. Voilà, tu as Gilles Kounou au Bénin, au Sénégal, tu as Munga Omar, tu as l'autre Omar. Attends, c'est lequel les deux Oumar? Alors, tu as Omar Sissé, tu as Omar Diallo. Ok. Il y en a un, c'est Touch. Ok. Et puis, tu en as un autre, justement, qui est dans le bureau des scènes startup. Voilà. Donc, tu as Aziz Yerima, de Pédonia, que lui, tu peux trouver ici, par contre. Je crois qu'il est là en ce moment, il faut que je l'appelle. Ok. Et puis, voilà, quoi. Bah, écoute, merci pour toutes ces recos. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu as des recommandations à nous donner? Alors, dans un premier temps, pour des entrepreneurs, pour qu'ils puissent bien performer au sein de leur entreprise, pour qu'ils puissent tirer leur entreprise vers le haut, ou qu'ils puissent oser à entreprendre. Et dans un deuxième temps, toi, en tant que président du CI20, pour des écosystèmes qui veulent arriver à se structurer. Je vais commencer par la deuxième, c'est plus simple. Ok. Se structurer, c'est simple. Je pense qu'il faut avoir les mêmes intérêts. Donc, quitte à faire plusieurs groupes, un groupe des incubateurs, un groupe des startups, un groupe de machins, faire plusieurs groupes s'il le faut, mais il faut avoir les mêmes intérêts. Il faut que les personnes qui composent le groupe aient les mêmes intérêts. Deuxième chose, nos autorités, il faut comprendre que nos autorités, on accorde souvent
une mauvaise foi à nos autorités qui n'ont pas la technicité d'avoir. Ça veut dire que souvent, on dit oui, ils ne veulent pas qu'on fasse voler des drones, mais ils ne comprennent rien à la crypto-monnaie. Ils ne prennent pas des lois contre. Ils ne savent même pas comment ça marche. Donc, eux, ils essayent de régler comme ils peuvent. Donc, en fait, il faut s'ériger en partenaire des autorités plutôt qu'un contestataire, en fait. Ouais, ou en détracteur, il faut arriver à se lier à eux plutôt que d'aller contre. Il faut y aller avec plutôt que contre. C'est ça. Tu as aussi la troisième chose, quand on désigne un problème dans un écosystème, il faut avoir la solution tout de suite. Et il ne faut pas avoir n'importe quelle solution, il faut une solution adaptée à l'interlocuteur. C'est-à-dire que nous, quand on va proposer le Startup Boost Capital au ministre Mamadou Touré, on dit c'est pour régler tel problème. Et voici un mécanisme que nous avons rédigé pour pouvoir le faire. Là, tu viens pas juste comme ça, lui, il prend une décision. Ouais. En fait, mettez les autorités devant des décisions à prendre. Ne les mettez pas dans la réflexion. Ouais. Tu as l'idée, quand tu lui présentes. Tu as le problème, tu as la proposition de solution et lui, ses services vont affiner un peu, machin, et puis taf, machin. Ok. Ouais, faut pas laisser place à la vraiment. Enfin, c'est vraiment, il décide, c'est pas il va réfléchir en fait. Il pourrait réfléchir, mais ne le fais pas concevoir pour toi. Ouais. C'est pas, monsieur le ministre, aidez-nous. Oui, mais je vous aide à faire quoi? Voyez. Non, frère. C'est pour ça qu'on a délivré beaucoup de choses, parce que chaque fois qu'on a un problème, on a déjà la solution. Donc, on ne se bat pas pour qu'on nous considère, on se bat pour que notre solution soit adoptée. Moi, je ne peux pas savoir la loi que vous voyez aujourd'hui, la loi Startup là. Les nuits blanches que j'ai passées dessus, à la relire chez moi, je n'ai pas idée. À la corriger avec Lamine, avec Ange, avec... Laisse tomber le temps qu'on a passé sur ce... On s'est transformé en avocat à cause de cette loi. On a dû aller apprendre des trucs et tout, machin, laisse tomber. Pareil, pour rédiger le mode opératoire du Startup Boost Capital, frère, j'ai passé des nuits entières là-dessus. Sur des tutos YouTube, de financement, sur des trucs de fou. Et ouais. Parce qu'on apprenait en même temps. Et oui, voilà. Et du coup, maintenant, je sais faire. Donc, voilà. Donc, et c'est ça que je veux dire pour les écosystèmes, vraiment proposer des solutions. Ne dénoncez pas des problèmes. Venez proposer des solutions. À telle enseigne qu'on vous demande, mais la solution que vous nous proposez là, c'est pour régler quel problème? C'est mieux que ça aille dans ce sens. C'est mieux que ça aille dans ce sens. Maintenant, pour le monde de faire alors, conseiller 5 choses à un entrepreneur. Première chose, je suis catégorique là-dessus, il faut régler un problème. Ouais. Il faut régler un problème. Il ne faut pas dire, ma copine va à Loco dans son quartier, donc si je vais à Loco dans mon quartier, ça va marcher. Je suis dans un nouveau quartier, il y a 216 villas, il n'y a pas de vendeuse d'Aloco. Ça, tu règles un problème. Donc c'est un problème que tu peux avoir toi, mais qu'en plus de ça, il y a quand même une certaine masse qu'il a, quoi. Exactement. Une petite masse critique qui a le même problème que toi. Donc, il faut régler un problème. Il faut également se structurer dès le départ. C'est une grave erreur de penser que c'est quand ça va marcher, mais structuré. Si tu veux lever de l'argent, parce que ce n'est pas ton argent qui doit travailler. Si tu veux lever de l'argent, ou bien avoir des partenaires fiables, que ce soit des partenaires techniques qui vont te demander un certain nombre de choses, ou des partenaires financiers, il faut te structurer dès le départ. Le pire, c'est que ça coûte moins cher quand c'est le début, plutôt que quand tu le fais pour rattraper après. Troisième chose, le product market fit. Il faut un produit qui répond à ton marché. C'est pas parce que à côté, dans un autre pays, tu as vu une application qui permet d'échanger de la crypto-monnaie, que toi, tu vas venir créer une application parce que tu sais le faire, qui échange de la crypto-monnaie. Tout le monde s'en fiche ici, personne ne va l'acheter, tu vas perdre ton temps, tu vas pas y arriver. C'est-à-dire, même quand tu veux faire une idée qui existe ailleurs, tu n'es pas obligé de la reproduire telle qu'elle. Il faut la réadapter. À
ton marché. Genre, on veut pour preuve une anecdote. À l'époque, un VTC très célèbre de France, Rose, disons. Un VTC très célèbre arrive en Côte d'Ivoire. Ouais. Et ils me demandent de venir à leur bureau. Je me rappelle à l'époque, c'était au lycée, en face de la pharmacie du lycée technique. Mais ils m'expliquent ce qu'ils font et tout. Et je dis, mais pourquoi vous ne faites pas comme vous faites à Paris? Et parce que eux ici, ils sont justement dans la politique que je dis, mais ils l'ont pris dans le mauvais sens. Ils disent, non, il y a trop d'embouteillages ici, donc on va faire monter les Ivoiriens sur des motos. Ah oui, vous voulez faire... Ah ouais, d'accord, Ils voulaient faire du VTC moto. Ok. Sauf que, les Ivoiriens ne montent pas sur des motos. Pas à Abidjan, en tout cas. C'est le seul pays d'Afrique où on ne se déplace pas en transport en commun en moto. D'ailleurs, c'est le seul pays où tu montes dans ton taxi, c'est ton taxi à toi tout seul. Donc, je suis pour les enfants, nous faut banir pour les mêmes. Tu les mets sur une moto. J'ai dit, les gars, votre business est bien jusqu'à un seul truc. C'est le truc de la moto. Finalement, ça ne s'est jamais fait. Et ils sont repartis, ils sont revenus 2-3 ans plus tard avec une forme classique de VTC. Ils auraient fait ça dès le départ. Il y a d'autres noms que tu entends aujourd'hui que tu n'aurais pas entendu. Parce qu'ils avaient les moyens, ils avaient l'expertise, ils avaient la plateforme, ils avaient tout. Ils auraient pu inonder le marché assez rapidement. Mais il y en a un Russe qui est venu et qui a fait le taf. Qui a fait le taf, correctement. Donc, tu vois, tu as ça. Donc, le product market fit, c'est très important d'avoir le bon produit au bon endroit. Et voilà, et le bon produit au bon endroit. Et qui te permet donc de vendre un produit que les gens ont envie d'acheter. Ça te permet de ne pas être dépendant du financement comme certaines startups. Aujourd'hui, tu vois, la liste, j'ai vu une liste de faux. La liste des startups qui ont fermé l'année dernière, c'est incroyable. Les mecs qui ont levé 10 millions, 20 millions, 30 millions d'euros, ils ont fermé. Et après, parce qu'ils vont payer à fond sur le produit, mais derrière, il n'y a pas forcément de marché. Ils n'ont pas encore signé de deal. Oui, ils s'empêtrent dans des... C'est ça, c'est une bonne idée. Je sais faire de l'eau en poudre. Ok, tu la mélanges avec quoi, frère? Mais c'est là où je pense qu'on a un certain avantage finalement sur le continent. C'est que comme on a eu très peu de financements qui sont arrivés dès le départ, et bah, du coup, les VC sont beaucoup plus carrés sur la façon de faire. Nous, les entrepreneurs, on est beaucoup plus résilients. On va vraiment d'abord voir si vraiment le truc marche. Et après, en fait, on utilise vraiment l'argent pour scale, quoi. C'est ça. Et justement, c'est que tu deviens plus résilient, d'accord? Tu deviens plus résilient et tu n'es pas vicié addict. Ouais. Tu n'es pas accro au vicié. Il faut que... Non. Ah, tu penses pas déjà à ta série D? À ta série D, voilà. Je crois que les gens, ils ont créé la startup aujourd'hui. Ils pensent déjà comment ils vont lever le... Mais tu es rentable quel jour? Bon, on verra ça demain. Ouais, laisse-moi lever. Là, notre écosystème est assez stable. Notre monnaie est stable. On a appris à faire sans. Moi, je pense qu'il faut faire un mix des deux. Lever intelligemment pour ne pas être étranglé. Après, quand tu vas vouloir faire un pivot, c'est-à-dire aller dans une direction qui est vraiment ton vrai business et que tes investisseurs vont dire non. C'est pas sous cette base-là que nous, on t'a donné l'argent. C'est vraiment sous cette base-là. Tu vois, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte et puis c'est un peu compliqué. Ouais, c'est clair. Il faut que tu ailles dès le départ. Okay. Quand tu veux dire, c'est d'avoir une bonne comptabilité? Une très bonne comptabilité et surtout, une bonne compta, quoi. Une très, très, très bonne compta. Très, très bonne compta. Ça serait le début de l'accès au financement, c'est le début de l'accès au marché, c'est le début de ces choses. Et puis, en dernier point, moi, je dirais, il faut tout de suite choisir si tu es businessman ou entrepreneur. Ça te permettra de reconnaître les opportunités qui en sont. C'est qui paraissent opportunités, mais qui n'en sont pas. Tout à fait. Parce que tu peux être là, quelqu'un va te dire, écoute, la boîte que tu viens de monter là, je t'achète ça à 150 millions de francs CFA. Tout de suite. Là, si tu n'as pas une bonne vision, tu vends une boîte à 150 000, mais qui en vaudra 3 milliards dans à peine un an. Tu vois. Donc, il faut savoir tout de suite. C'est pourquoi tu es fait, quoi. Est-ce que du coup, tu le vends, tu refais ton cash et du coup, tu vas prendre un autre truc que tu vas revendre très très vite? C'est ça. Ou est-ce que tu es fait pour travailler justement de manière un peu plus endurante sur ton bébé et l'amener plus loin sur une vision, quoi? Et c'est ça qu'il faut choisir.
Et une fois que tu sais ça, quand on te propose quelque chose, tu sais. Quand on te dit, oui, il y a tel nouveau client qui truc. Tiens, moi, je suis dans les cartes bancaires. On va venir me dire, oui, il y a tel gars là, tel groupe de gars qui veulent utiliser ta carte pour aller en Slovaquie, pour éviter de transporter du cash sur eux. Gars, il sait que c'est du blanchiment d'argent. Je n'y vais pas. Par rapport à mes ambitions futures, je ne vais pas me faire parler avec Visa maintenant. Ou bien avec Mastercard, tu vois. Donc, ça peut paraître tout de suite une opportunité de dingue. Mais en fait, ce qui n'est pas une. Ouais. Et là, tu vas te défocus pour rien. On ne sait pas ce qui peut arriver derrière. Et du coup, là, tu sais aussi. Et il y a plein de startups comme ça qui, à un moment de leur vie, ont choisi le mauvais client. Un client qui absorbe tout leur effectif, tout leur temps, tout le machin qui rapporte peanuts. C'est juste pour le nom du client. Donc, et c'est pour ça que tu vois qu'il y a plein de services qui s'arrêtent. Il y a même des startups qui déploient dans des pays et finalement qui ferment ces pays parce que ce n'était pas des opportunités. Donc c'est tout ça qu'il faut savoir dès le départ. Voilà. Écoute, merci pour cet entretien. Merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Et ouais, on va avoir le plaisir de se revoir dans quelques années, quelques temps sur le podcast pour voir ce que tu seras devenu. Ouais, à mon avis, on va se revoir enfin. Nous, c'est clair. Je pense qu'on a des circuits qu'on veut. Je pensais, c'est quoi la suite, la post-Célivan là? Sur quoi tu vas enchaîner Je vais enchaîner sur l'Afrique. Je veux vendre des solutions tech, ivoiriennes ou ouest-africaines dans toute l'Afrique. Donc, on est en train de monter des choses par rapport à ça. Ok. Moi, je continue ma route. Top. Donc, on continue à l'échelle africaine maintenant. Ok. Nice. Ok. Et écoute, comment est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Comment est-ce que éventuellement quelqu'un ou des acteurs d'un écosystème peuvent arriver à te contacter? Alors, tu as ci20.org. Ouais. Et puis, tu as LinkedIn, quoi. Tu as LinkedIn, Steven Bedi. Tu as ma page Facebook aussi. Voilà, ces trois canaux-là, je pense que ça suffit largement. Ouais. Tous les liens dans la description. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, frère, tu repasses quand tu veux. Top. À bientôt. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. Il a été tourné juste après la Cannes en février dernier. S'il vous a plu, la meilleure façon de me payer pour vous avoir créé ce contenu, c'est tout simplement de liker, commenter, vous abonner, lâcher un avis sur toutes les plateformes sur lesquelles vous écoutez et permettre à un maximum de monde de pouvoir consommer ce contenu gratuit pour qu'ensemble on monte tous en compétences. Donc merci bien. Le prochain épisode, donc dans 2 semaines, sera avec Isadora Bigourdan, qui a fait une première masterclass, qui en fait une deuxième sur les mythes autour de la levée de fonds. Une dinguerie, vous allez voir, ça arrive très bientôt. Restez abonnés, restez à l'écoute. Let's go! Construisons l'Afrique de demain. Voilà, c'est tout. Je suis allé trop vite dans ce que je voulais dire. Let's go! Allez, bonne soirée. Ou je sais pas si c'est la soirée, à bientôt.